Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Marianne Boire, je suis rédactrice en chef chez M361. Et en fait, d'abord, un grand merci à Marion et je la cherche des yeux, Sophie. Ah, voilà. Merci pour cette belle invitation de participer à ce forum Nourrir l'anneau d'hier. Alors, pour ceux que je rencontre pour la première fois aujourd'hui, quelques mots là, pour me présenter. Je suis rédactrice en chef chez M361. M361, c'est une organisation qui travaille à l'amélioration de la qualité de vie des Québécois et des Québécoises et qui, pour le faire, déploie différentes stratégies sociales un peu partout au Québec. L'une d'entre elles, c'est 100 degrés, dont j'ai la joie d'être la rédactrice en chef depuis 7 ans. Et 100 degrés, on aime bien se définir comme une communauté. En fait, une communauté de gens qui sont réunis par l'engagement pour la santé des collectivités. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la santé des collectivités? Bien, c'est la santé physique, oui, la santé mentale, la santé sociale, la santé environnementale, dont on entend de plus en plus parler. Et ça inclut, entre autres, en fait, la promotion de la saine alimentation. Et ça repose aussi beaucoup, la santé, sur des systèmes alimentaires durables, ce dont nous parlons aujourd'hui. Et nous avons assisté ce matin à 2 fascinantes conférences, celle de Jessica Dufresne et de Marianne Lefebvre. Le panel aujourd'hui, il est filmé parce qu'il sera diffusé sur la plateforme Apprendre de 100 degrés, où on retrouve des cours en ligne, des webinaires sur différents sujets. Alors, pour ce panel qui va parler de la planification des systèmes alimentaires, je suis en compagnie de 4 panélistes que je vous présente tout de suite. Et vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi on les a invités. Alors, d'abord, Joël Paquin, qui est conseiller municipal à la ville de Saint-Damien depuis avril 2024. Il est également président de son entreprise d'études de marché, Paquin Recherche et Associés, tout en s'impliquant activement dans le bénévolat et diverses causes sociales. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons également en notre compagnie Sébastien Dixot, pardon Sébastien d'avoir trébuché sur ton nom, membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. Il œuvre comme conseiller en aménagement et en développement pour la MRC de l'Assomption, où il dirige la rédaction collaborative de la 2e génération du plan de développement de la zone agricole, visant à élaborer des actions concrètes pour le développement agricole de la région. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous. Et nous avons aussi en notre compagnie Karine Charpentier, qui est directrice du Conseil de développement bioalimentaire de l'Anaudière, qui assure la concertation et le soutien des acteurs du milieu bioalimentaire lanaudois. Le CDBL coordonne également la planification stratégique du secteur et il agit comme mandataire de l'entente sectorielle de développement bioalimentaire régional. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Et Ella Chourabi, qui est agronome et conseillère en développement régional et en aménagement du territoire à la direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC depuis moins d'1 an, apportant plus de 6 ans d'expérience en développement agricole et agroalimentaire acquise à différentes échelles, locales, régionales et internationales. Bonjour Ella, merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet. Quelques mots sur le déroulement du panel. Vous aurez l'occasion de poser des questions aux panélistes à certains moments pendant le panel et à la fin. Donc, on commence par un premier bloc de questions avec Joël et on pourra prendre, avec le temps qui nous est alloué, là, pour être certain de manger à l'heure tout le monde, une question entre Joël et Sébastien et ensuite après les autres aussi. Et s'il vous plaît, rendez-vous au micro qui est ici pour les questions. Alors, donc, Joël, on est aujourd'hui ensemble pour parler de communauté nourricière. Donc, toi, tu es conseiller municipal dans la belle communauté nourricière de Saint-Damien. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ton village et nous expliquer comment c'est né cette idée de développer une communauté nourricière? Oui, bon, d'ailleurs, premièrement, merci de l'invitation, tout le monde. Saint-Damien, c'est un terreau vraiment fertile pour le développement d'un PDCN. Puis je vais vous définir tantôt c'est quoi un PDCN. Saint-Damien, c'est un beau petit village de 2500 habitants permanents, plus à peu près 1000 chalets. On est situé dans la Matawinie. C'est une ville de forêt, de lacs, de tracés sinueux. On est à 45 minutes au nord de Joliette, pour vous situer. À 1 heure de Trois-Rivières, puis à peu près à 10 minutes de Saint-Gabriel de Brandon. Donc,
Je vais vous apprendre quelque chose. Saint-Damien, vous connaissez tous parce que c'est l'origine du caramel Grenache qui a sûrement bercé l'enfance de bien du monde ici. Mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup d'entreprises agricoles, familiales et plusieurs organismes importants. Donc, on a des marchés publics, une fête des récoltes, des jardins partagés sur la rue principale, une entreprise maraîchère bio bien connue, les Jardins de la Bergère. Vous avez juste à regarder les beaux plants de basilic que vous avez sur vos tables. Un semencier extrêmement connu, les Écoumènes. Une productrice de safran, une productrice d'ail noir, plusieurs éleveurs d'animaux qui sont nourris aux herbes, l'épicerie Métro Emery, qui est très impliquée dans sa communauté, et finalement, la cuisine communautaire La Ruche qui offre des paniers alimentaires. Parce qu'on doit aussi parler de la vie communautaire dynamique de Saint-Damien. On a un gros bassin d'organismes et d'initiatives citoyennes. On dit toujours en blague que Saint-Damien, c'est un peu la capitale du bénévolat. Donc, en 2021, un comité composé de citoyens engagés, passionnés, a eu pour rêve de tendre vers un système alimentaire local, durable, et de viser une plus grande autonomie et résilience alimentaire. À cette époque-là, Geneviève Filteau, qui est aujourd'hui notre maîtresse de cérémonie, mais en 2021, c'était la conseillère en promotion de la santé et saine alimentation qui accompagnait le comité. Donc, Geneviève a approché le comité Saint-Damien Territoire Nourricier pour leur parler d'une opportunité de financement avec le MAPAC. On voyait donc à cette époque-là un grand potentiel dans un PDCN. Un PDCN, définition, c'est un plan de développement d'une communauté nourricière. Donc, le grand potentiel, c'était accroître l'accès des aliments, améliorer la qualité de vie des citoyens et leur sentiment d'appartenance à une communauté inclusive, briser l'isolement, hein, souvent on fait ça avec des projets comme ça, assurer une collaboration active entre les intervenants alimentaires du milieu, réduire notre empreinte écologique, évidemment, diminuer le gaspillage alimentaire, favoriser le développement d'entreprises alimentaires locales, donc développer le tourisme gourmand, favoriser l'agroalimentaire de proximité et enfin, cultiver et maintenir un bassin de connaissances. Donc, ce qu'il faut retenir du PDCN de Saint-Damien, c'est que ce n'est pas une initiative gouvernementale, ce n'est pas une initiative de la municipalité. C'est important de le préciser car le PDCN, ça vient du terrain et ça a vraiment beaucoup teinté les façons de faire et la structure du projet. Et est-ce que tu pourrais nous raconter concrètement comment ça s'est passé, les principales étapes que vous avez traversées et comment vous les avez financées? Comme je le disais tantôt, le comité de travail a rapidement pris le nom de Saint-Damien Territoire Nourricier. Au début, donc, c'était un comité de citoyens. Donc, la municipalité s'est portée fiduciaire de subventions reçues pour le projet, parce que la municipalité s'est alliée rapidement au projet avec le privé, le communautaire, les acteurs publics et institutionnels. Si on parle de financement, la démarche du PDCN a été financée par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région. Les autres bailleurs de fonds de la démarche, si on parle du début du projet, ça a été le Centre d'action bénévole communautaire de Matawinie, le CISS Lanaudière et la municipalité de Saint-Damien, bien sûr. La ville de Saint-Damien a aussi une corporation de développement. La CDSD, Corporation de développement de Saint-Damien, c'est un bijou d'organisme de développement économique et social qui a évidemment travaillé sur ce projet-là. La CDSD est déjà impliquée dans l'alimentaire, pour votre information. C'est eux autres qui organisent les 5 samedis de marché agricole à Saint-Damien, où j'espère tous vous voir cet été. Aussi, il y a eu une super mobilisation citoyenne autour du PDCN. Il y a plus de 60 citoyens et 20 organismes et entreprises engagées qui se sont rassemblés. Une consultation populaire a aussi rejoint 180 personnes. L'élaboration du PDCN a débuté en 2022 et s'est faite en 4 étapes. Premièrement, il fallait réaliser un portrait des acteurs, des infrastructures et des activités et des initiatives qui sont reliées au système alimentaire. Donc, on a fait un inventaire de qu'est-ce qui est présent en production, transformation, distribution alimentaire. Une fois ce portrait des acteurs dressé, un diagnostic de l'offre globale de Saint-Damien a été réalisé. C'est quoi les particularités de notre système alimentaire à Saint-Damien? C'est quoi les dynamiques existantes? C'est quoi les forces et faiblesses? Où est-ce qu'on s'en va à long terme avec ça?
Troisièmement, bien, évidemment, on a déterminé une vision commune, des objectifs, des pistes d'action pour atteindre des résultats comme l'augmentation de l'autonomie alimentaire ou l'accès à tous à des aliments sains. Puis enfin, l'adoption collective du plan d'action 2023-26 en 2023. Ce plan rassemble plus de 50 actions portées par 8 institutions, organismes et comités citoyens. Finalement, notre plan d'action, le PDCN lui-même, bien, ça comporte 4 volets. Le premier, c'est augmenter les connaissances et compétences afin d'augmenter la production alimentaire. Donc, il y a un projet de serre serre collective qui est à l'étude. Comment faire pour maximiser la production alimentaire en fonction de notre courte saison au Québec? Favoriser la biodiversité, le jardinage collectif, etc. Et là, j'ai failli perdre mes feuilles. La lutte au gaspillage et la valorisation, c'est le deuxième volet du PDCN. Donc, on va parler alors d'activités de glanage, de faire plus de transformation, améliorer aussi nos connaissances. On en parlait tout à l'heure, il y avait une question par rapport à la conservation des aliments, travailler sur le compostage, etc. Troisième volet, j'achève, soutien des entreprises agroalimentaires et de l'achat local, donc faire connaître les acteurs locaux, soutenir par exemple le développement des PFNL, etc. Et enfin, c'est important dans un plan d'action, bien, comment faire la mise en œuvre, c'est-à-dire comment entraîner une mobilisation et faire les suivis adéquats avec le comité aviseur. Merci. Tu viens de nous donner une très bonne vision là, des différentes étapes et du volet de ce plan pour cette démarche vers une communauté nourricière. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets de ce que ça a donné dans le village ou quelques résultats que vous avez obtenus jusqu'ici? Parallèlement à la démarche du PDCN, il y a des gros projets à Saint-Damien qui ont été développés ces années-là. Premièrement, on a fait une refonte de l'image de marque de la ville. En parallèle, donc Saint-Damien, la ville, a modernisé son image pour augmenter son attractivité. Un nouveau positionnement, une vision renouvelée, un nouveau slogan aussi qui s'appelle, pas par hasard, « Cultiver Saint-Damien ». Mais l'attractivité d'une ville, ce n'est pas seulement une belle image et un logo. S'il n'y a pas de contenu, ça ne donne pas grand-chose. Et selon nous, un PDCN actif, c'est vraiment un attrait important pour démontrer le dynamisme d'une ville. Il y a aussi, en parallèle à ça, une forêt nourricière qui s'est constituée. Donc, en 2021, le comité Saint-Damien Territoire nourricier s'est joint à la municipalité pour un projet de grande ampleur sur un terrain municipal, l'aménagement du parc La Chance. Vous en avez peut-être déjà parlé, sinon je vous invite à le visiter. Ce parc est le seul accès public du village à un plan d'eau. On y trouve une forêt nourricière, c'est-à-dire c'est un aménagement comestible paysager composé d'arbres, d'arbustes fruitiers vivaces, avec une démarche participative. Il y avait un comité citoyen derrière ça. Une démarche éducative, il y a des panneaux d'interprétation, et c'est évidemment, on est à Saint-Damien, on aime ça avoir du fun, donc c'est évidemment ludique, c'est-à-dire qu'il y a des jeux pour enfants qui sont en plein milieu du projet. Le parc a été inauguré en juillet 2023. En plus de ça, dans ces années-là, il y a eu l'implantation de l'abri-bouffe, qui est une sorte de frigo-partage qui est ouvert en tout temps, qui est maintenant géré par notre OBNL La Ruche, notre cuisine communautaire et friperie. Mais ce qui a vraiment émané de la démarche, c'est du PDCN, c'est la constitution de Saint-Damien Territoire nourricier en OBNL autonome. Pour coordonner la mise en place, c'était plus simple. On a vraiment vu sur le terrain une plus grande cohésion et collaboration entre les organismes, entreprises et institutions. C'est important, les gens commencent à se parler. On a vu un soutien et un appui aux jardins nourriciers de la rue principale. C'est des jardins qui existaient déjà depuis 2019, mais qui ont connu vraiment un regain d'action avec le PDCN. Il y a eu une mise en place d'une brigade de transformation dont les produits sont redistribués dans les paniers alimentaires de la ruche ainsi qu'à l'abri-bouffe. Il y a eu une nouvelle politique environnementale qui a été adoptée fin 2024 par la Ville. C'est sûr que le PDCN a eu une grande influence sur ce projet-là. Et puis, bon, à l'étude actuellement, il y a un projet de serre communautaire en 2026 et il y a un projet glanage qui est toujours à l'étude.
Et en quelques mots, avant qu'on passe à la première question, déjà, si vous avez une question, vous pouvez vous diriger vers le micro, mais quelles sont les prochaines étapes qui sont prévues ou la suite? Moi, plus au niveau des défis, je dirais les activités et les ateliers organisés sont très populaires, mais reposent essentiellement sur du travail bénévole. On a la volonté vraiment très forte de poursuivre les efforts, mais on le sait, ce n'est pas toujours facile lorsque l'organisme responsable est composé à 100% de bénévoles. Donc, l'organisme a eu beaucoup de refus de subventions. C'est vraiment des bébites à subvention, ces gens-là. Ils ont travaillé vraiment fort à remplir beaucoup de demandes, malgré donc l'augmentation des projets que Saint-Damien Territoire nourricier gère, donc la forêt nourricière, les jardins partagés, les brigades culinaires, etc. Et donc, finalement, je dirais le grand défi pour pouvoir poursuivre la concertation et réaliser les actions collectives qu'on a identifiées, bien, il n'y a pas de secret, ça prend 3 choses. Une volonté municipale, des citoyens et des organismes engagés, mais surtout, le nerf de la guerre, comme partout, bien, c'est du financement. Idéalement, si notre coordination était non bénévole, ça assurerait une pérennité pour l'organisme et les tâches qu'elle s'est données. Merci, Joël. Donc, pour cette période de questions, on utiliserait idéalement le micro qui est ici à ma droite pour faciliter la captation vidéo. Alors, est-ce qu'on a une première question qui nous a été envoyée? Oui, bonjour. Dans le fond, plusieurs questions, en fait. Il y en a une qui revient à plusieurs reprises. Si on n'a pas de terreau fertile ou d'organisme dans notre région, dans notre municipalité, est-ce que c'est possible de mettre sur pied un PDCN? Je pense qu'un PDCN pourrait venir d'agriculteurs engagés, par exemple, qui se mettent ensemble et disent on veut développer un PDCN, mais rapidement, je vous dirais, impliquer les citoyens, c'est vraiment ça la clé pour la participation à long terme. On va tout de suite poursuivre avec Sébastien, puis à la suite, on pourra prendre d'autres questions vers la fin. Donc, on se dirige maintenant, mais merci Joël pour cette présentation de la communauté nourricière de Saint-Damien. Maintenant, on se dirige vers la MRC de l'Assomption avec Sébastien. Sébastien, toi, tu es urbaniste à la MRC de l'Assomption. Tu travailles très activement sur la refonte du plan de développement de la zone agricole. D'abord, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter pourquoi la MRC de l'Assomption a décidé de renouveler son plan de développement de la zone agricole? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la MRC de l'Assomption avait un premier PDZA qui était adopté à l'automne 2013 et s'en est suivi en fait de 2 plans d'action, donc 2013-2018 et 2018-2023. L'objectif derrière la révision actuelle du plan de développement de la zone agricole de la MRC de l'Assomption, c'est une conjoncture d'événements. C'est sûr qu'à la base, quand on regarde le plan de développement de la zone agricole, sans prétention là, pour la MRC, mais on considère qu'on met beaucoup d'actions de l'avant de notre côté. Donc, on considère que c'est un outil de planification stratégique important pour le développement des activités et de la zone agricole pour la MRC. Mais quand que je parle de conjoncture, c'est que nous, de notre côté, la MRC de l'Assomption, on doit procéder à la révision de notre schéma d'aménagement, qui est un document fédérateur d'aménagement du territoire. Depuis, en fait, le 1er décembre 2024, les MRC au Québec ont l'obligation de faire cette révision-là. Et à travers le corpus des OGAT, il y a un volet sur l'orientation 3, en fait, là, qui est en lien avec le territoire agricole au Québec. Donc, c'est sûr que si on considère le plan de développement de la zone agricole en soi, on considère que c'est un document de planification important, mais on considère également que ça sert d'intrant aussi là, pour notre révision du schéma d'aménagement. La MRC de l'Assomption, actuellement, nos actions, on était venu à bout en fait de réaliser pratiquement l'ensemble de celles-ci. Là. Donc, concernant là, tout ce qui se passe actuellement là, dans l'écosystème alimentaire québécois là, et l'agriculture, on a considéré que c'était le moment opportun de procéder à la révision de ce document de planification-là. Donc, c'est une refonte sur la base de quelque chose qui existait déjà. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelles sont les principales étapes qui ont été réalisées jusqu'ici dans cette Oui, pour la démarche. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche traditionnelle d'un PDZA, on a un portrait du territoire, il y a un diagnostic, il y a une vision
et on a un plan d'action. En tant qu'aménagiste, on connaît plusieurs personnes qui mettent en œuvre des PDZA ailleurs au Québec. Puis on s'est adjoint en fait là, d'une firme en agronomie qui met de l'avant une démarche qui sort un peu du traditionnel. Là. Donc, l'objectif en tant que tel a débuté je vous dirais, novembre 2024. On a mis sur pied en fait un comité de pilotage là, avec plusieurs intervenants du milieu. Donc, on a des gens du milieu communautaire, des gens au niveau de l'environnement, donc les OBV, le 6 de la Nodière notamment. Bref, j'en échappe un peu, mais bon. Une fois que le comité de pilotage a été mis sur pied et mes communications avec le groupe Plein Temps, là, qui est la firme avec qui on fait affaire actuellement là, pour la révision de notre schéma, notre plan de développement de la zone agricole. Bien, l'objectif, c'est de mettre sur pied différents forums. Donc, c'était des forums durant lesquels on faisait des exposés et il y avait des ateliers de co-création durant lesquels on invitait producteurs, productrices agricoles, mais également intervenants du milieu à participer aux ateliers puis nous donner des idées, ultimement des idées d'action là, qui pourront aboutir dans le plan de développement de la zone agricole. Donc là, actuellement, les forums ont tous été complétés. On en a fait 3 au début de l'année. Et le dernier, en fait, là, c'est un forum de présentation at large de toutes nos actions qu'on aura mis de l'avant dans notre PDZA, donc en novembre 2025. Et on prévoit, en fait, là, une adoption de notre PDZA le même mois, là, donc en novembre 2025. Ce que je trouve vraiment très intéressant de la démarche que tu nous racontes, c'est qu'il y a vraiment eu une implication là, des différentes parties prenantes là, par les ateliers de co-création, les forums que vous avez tenus. Donc, tout ça, maintenant, ça va être rassemblé dans une prochaine, dans le travail que vous avez à intégrer tout ça. C'est ça. En fait, pour venir avec la démarche, c'est une démarche de type agile là, qu'on nous a présentée. Donc, il y a un système itératif. Donc, au final, on fait des boucles au travers nos différents forums, au courant des différentes actions, pardon. Et il y a une démarche incrémentale également. Donc, on vient toujours réviser ce qu'on fait comme travaux pour s'assurer d'avoir un produit fini le plus parfait possible. Donc, c'est une démarche de concertation, de collaboration avec les différentes parties prenantes, là, donc les producteurs, productrices agricoles, mais également là, les intervenants du milieu. Là, donc, pour nous, on considère que le plan de développement de la zone agricole, c'est un outil qui est très important, pas juste pour le développement de la zone agricole, mais également pour ses activités. Puis, ça a des ramifications dans une panoplie de sphères, là, que ce soit dans le communautaire, dans le milieu scolaire. Donc, pour nous, c'est un document qui est très important. C'est peut-être un peu tôt pour poser la question, mais parce que là, je comprends que la démarche suit son cours en vue de publier un nouveau plan plus tard en novembre. Mais est-ce que tu pourrais nous donner une idée du genre d'action qui pourrait se retrouver dans ce plan-là? Bien, vous savez, on reprend certaines actions qui étaient déjà présentes dans notre dernière mouture du PDZA, quoiqu'on les met à jour et on les modifie quelque peu. Mais vous savez, tout ce qui est la sensibilisation du milieu scolaire à l'agriculture, bien, c'est des actions qu'on met de l'avant, nous, à la MRC de l'Assomption, donc de rapprocher les étudiants au milieu agricole. Bien, on vient cocher, d'une part, tout ce qui est la question de la relève agricole, la sensibilisation, d'une certaine façon, on le voit, les enfants qui reviennent à la maison bien, ont beaucoup de choses à apprendre, d'une certaine façon, à leurs parents. Donc, pour nous, on considère que c'est quelque chose de très important. Le volet communautaire et tout ce qui est la transformation des denrées, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant également. Sinon, même sur le territoire de la MRC de l'Assomption, quoique ce n'est pas nécessairement un enjeu comparativement à d'autres régions du Québec, mais tout ce qui est la question des friches agricoles, une stratégie de valorisation, en fait, de remise en culture des friches agricoles, c'est des actions qu'on a déjà mis de l'avant, mais qu'on va continuer à mettre de l'avant dans notre futur PDZA. Donc, il y en a d'autres. On ne veut pas non plus s'étaler dans une panoplie d'actions. On veut également s'assurer d'être porteur de nos actions. On veut les organiser. C'est sûr que, comme on disait tantôt, dans l'écosystème, on doit collaborer et soutenir d'autres types d'actions parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, là. Mais autrement dit, ce serait le genre d'action que je pourrais vous donner comme exemple. Puis, ce que je comprends, c'est que ce plan de développement de la zone agricole, il va éventuellement nourrir le plan d'aménagement aussi.
Bien, le plan d'aménagement, qui est le schéma d'aménagement, là, oui, ça sert d'intrant, mais je ne veux pas tomber non plus dans le panneau de lui contribue à la révision de l'autre, là. C'est un document de planification à part entière. Donc, le schéma d'aménagement, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est un document de planification beaucoup plus large là, que juste le volet agricole. Puis je pense que pour la journée d'aujourd'hui, si on parlait du schéma d'aménagement, on en aurait pour longtemps, là, mais le plan de développement de la zone agricole, il faut le voir un document à part entière. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un PDZA, ça n'a pas de contenu légal, là, donc c'est vraiment sur une base volontaire. Quand on a tu n'es pas obligé non plus d'avoir du territoire agricole pour avoir un plan de développement de la zone agricole. Quoique, c'est quand même fortement conseillé, mais ça reste qu'il n'y a pas de cadre légal à un PDZA. Bien, merci Sébastien. C'est vraiment très intéressant de voir ce qui se prépare et ce qui est en cours en ce moment comme démarche dans la MRC de l'Assomption. Est-ce qu'on a une question pour Sébastien, une question que quelqu'un peut poser directement au micro ou qui a été envoyée virtuellement? On vous écoute. Bien, je sais qu'à la MRC de l'Assomption, il y a un gros projet qui s'appelle la zone AgTech. Est-ce qu'elle fait partie de ce projet-là de planification agricole? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone AgTech, c'est un OBNL à part entière. Donc, je ne veux pas dire qu'elle fait ses choses de son côté. Il y a une collaboration avec les gens de la zone AgTech. Il y a certaines actions qui pourront être mises en œuvre via la collaboration de la zone AgTech, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone AgTech à part entière, c'est un OBNL. Elle a ses propres... oui, c'est ça. Donc, elle a ses propres objectifs, là, mais ce n'est pas la MRC de l'Assomption qui met en œuvre là, la zone AgTech. Donc, mais on est en mode collaboration avec eux. Alors, vous aurez l'occasion de poser d'autres questions à Sébastien plus tard, vers la fin du panel, pour en savoir plus sur cette démarche vers la refonte du plan de développement de la zone agricole. On va passer maintenant à Karine. Karine, qui est directrice de la table bioalimentaire de Lanaudière. Karine, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer quel est le rôle d'une table de concertation bioalimentaire dans une région comme ici à Lanaudière? Absolument. Donc, le Conseil développement bioalimentaire de Lanaudière, CDBL, on est, dans le fond, un organisme à but non lucratif. On concerte puis on soutient les efforts des acteurs du milieu bioalimentaire pour assurer un développement durable. Ça, c'est notre mission. Donc, on est actif depuis 1991. Tu l'as dit, on est la table de concertation reconnue de la région de Lanaudière. Les tables de concertation bioalimentaire, en passant, il y en a dans les différentes régions du Québec. Puis on a un regroupement maintenant aussi là, au-dessus de nous pour supporter ces membres qui sont les tables. Pour concrètement, comment on agit, entre autres, on va offrir aux producteurs et transformateurs de la région des services conseils deuxième ligne. Donc, on va les accompagner dans la mise en marché de leurs produits et transformation de leurs produits alimentaires. Donc, vraiment. Et puis, ça va s'articuler aussi autour de développement de marché, que ce soit l'agrotourisme, les marchés publics, les épiceries, ou bien non, la vente à la ferme, à l'entreprise, les institutions, donc autant institutions de santé, les écoles, ensuite de ça, les résidences pour aînés, par exemple, les services de garde éducatifs. Donc, on voit qu'il y a différents marchés. Donc, on les aide aussi dans leur stratégie de mise en marché à ce niveau-là, mais aussi de maillage avec les acheteurs et les producteurs transformateurs. Au niveau de la transformation alimentaire, ça va être aussi l'aspect plus législatif autour de l'aménagement d'un local de transformation ou bien non les étiquetages nutritionnels, donc toute la durée de vie de produit, les tableaux de valeur nutritive, des services conseils comme ça. Autrement, on agit aussi au niveau de la visibilité des produits régionaux. Donc, faire en sorte que les produits soient plus connus et plus consommés des consommateurs. Fait que ça va s'articuler autour de campagnes de promotion regroupées et collectives, entre autres autour avec notre marque régionale gourmande qui est Goûter Lanaudière. Et aussi au niveau de circuits agrotouristiques ou bien non des marchés publics. On a parlé un peu plus tôt. On va faire une concertation des marchés publics de la région
parce qu'ils ont des enjeux communs et ont intérêt à travailler ensemble, mais également aussi pour regrouper. On a entendu souvent, du côté de Joël aussi, promotion de produits régionaux. Donc, il y a des initiatives un peu partout, fait qu'on peut un peu se mettre ensemble pour avoir plus d'impact. Puis finalement, bien, en table de concertation, c'est sûr qu'on agit au niveau concertation. On va animer différents comités pour travailler sur les enjeux régionaux, créer des synergies. Donc, et puis, bien, concertation de la planification stratégique bioalimentaire régionale. Justement, on vient de voir avec Joël et avec Sébastien 2 autres niveaux de planification des systèmes alimentaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment la table de concertation bioalimentaire Lanaudière s'implique dans la planification stratégique du système alimentaire régional? C'est sûr qu'on a un rôle de coordination, dans le fond, qui nous est donné. On va faire une consultation des différents acteurs pour aller faire ressortir un peu le portrait, les forces, faiblesses, opportunités, menaces du secteur pour une vision commune. C'est un processus concerté. On travaille, entre autres, avec le Comité de la planification stratégique régionale, donc de près avec le MAPAC, UPA, représentant MRC, entre autres. Et dans les consultations, on ratisse beaucoup plus large là, parce qu'il y a quand même cette orientation là, dans la planification stratégique du secteur bioalimentaire. Peut-être les nommer rapidement. Donc, on est sur les objectifs d'assurer l'intégrité et l'occupation dynamique de la zone agricole, favoriser l'adoption de pratiques de développement durable, accroître la performance des entreprises bioalimentaires, améliorer l'accès au marché, puis développer de la notoriété des entreprises, des produits, soutenir le démarrage, la transmission d'entreprises, puis favoriser la concertation. Donc, on peut supposer qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de ces enjeux-là. Donc, oui, Ensuite, comment on agit aussi, c'est qu'on va établir, le plan de développement est disponible sur le site Internet. On peut voir c'est quoi les forces, faiblesses, opportunités, des pistes d'intervention, les objectifs. Mais après ça, on va aussi établir un peu c'est quoi les priorités d'action dans l'année pour un peu mobiliser puis les acteurs et les projets. Par exemple, on a organisé dans le passé des chantiers où les intervenants étaient invités là, pour présenter qui fait quoi par rapport aux objectifs. Fait que ça amène vraiment une meilleure connaissance un peu de l'écosystème. Et puis, plus récemment, on a organisé aussi le rendez-vous bioalimentaire en février dernier autour des marchés de proximité. C'est quand même une formule de marché qui est proximité qui est très utilisée par nos producteurs transformateurs de la région. Merci, Karine. J'ai maintenant une question pour Ella. Ella, Karine vient de commencer à nous parler d'un outil de planification vraiment très intéressant, la planification stratégique régionale, qui permet d'améliorer, de renforcer la vitalité des systèmes alimentaires régionaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le rôle du MAPAC dans cette planification-là, puis pourquoi le MAPAC a senti le besoin de se doter d'un outil comme celui-là pour la planification? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Pour commencer, en fait, il faut comprendre que le MAPAC, on agit comme... on a des programmes, on soutient les entreprises privées et aussi on soutient toutes ces planifications à différentes échelles. On a les PDCN au niveau des municipalités, les PDZA, c'est au niveau des MRC et la planification stratégique, c'est vraiment régional. Et ça nous permet en fait de connaître c'est quoi les enjeux, les besoins du milieu pour répondre à ces besoins-là. Et c'est comme la planification stratégique régionale, c'est comme une feuille de route et, qui va être mise en place moyennant l'entente sectorielle, qui est un outil justement pour mettre en œuvre cette planification stratégique régionale. Et je vais juste développer un petit peu c'est quoi l'entente sectorielle parce que c'est méconnu. Comme outil, en fait. L'entente sectorielle pour le développement du secteur bioalimentaire ou agroalimentaire, c'est un outil, on se dote de moyens communs et de l'expertise commune. Il y a plusieurs partenaires qui se rassemblent pour justement mettre en œuvre cette planification stratégique régionale. Et je ne sais pas si... Oui. Ah ben, tu peux continuer, oui. En fait, en finance, c'est comme un soutien financier et un soutien aussi moyennant les expertises ou l'accompagnement des entreprises ou des partenaires, des différents intervenants du milieu.
Donc ça aide beaucoup à l'autonomie, au développement de l'autonomie puis la spécificité des régions. Oui, en fait, vu que c'est une planification stratégique régionale, elle est faite avec les acteurs du milieu. Donc, ça reflète c'est quoi la spécificité du milieu ou la spécificité du territoire ou de la région. Pour le cas d'aujourd'hui, c'est vraiment la région de la Naudière, mais on a des planifications stratégiques dans toute la province pratiquement. Karine, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce qui a été fait dans le cadre de la planification stratégique régionale dans la Naudière? Oui, et si tu permets, je vais en donner plus qu'un, parce que c'est pas possible d'en donner rien qu'un. Donc, entre autres, avec l'orientation d'assurer l'intégrité et l'occupation dynamique de la zone agricole, il y avait un objectif qui était d'augmenter les superficies agricoles exploitées. Une des pistes d'action était de favoriser le plein potentiel acéricole. Donc, il se trouve que la Naudière, c'est une des régions qui a le plus haut potentiel d'augmentation d'entaille, si on veut, dans le fond. Par contre, ça se prépare, ça, vraiment en amont, parce qu'à un moment donné, il va y avoir comme une émission, les producteurs peuvent aller appliquer pour en avoir, mais il y a vraiment une préparation à faire en amont. Il y a plusieurs acteurs qui ont un rôle à jouer et qui doivent jouer le bon. Donc, on s'est penché sur... on a réuni les différents acteurs, ministères, MRC, mais autant de développement économique, aménagement, et, pour voir un peu s'il y avait un intérêt à créer un comité pour avoir une vision commune de ce qu'il faut faire un peu comme plan d'action pour augmenter la production acéricole. Puis effectivement, ce comité-là, c'est un comité stratégique régional acéricole qui a été mis en place parce qu'il y a déjà les producteurs, productrices acéricoles qui est un syndicat qui fait beaucoup d'actions, mais il n'y avait pas nécessairement une table où on réunissait tout le monde. Donc, ça a permis de faire un peu un plan d'action puis démystifier, entre autres, il y a tout un jargon, le potentiel acéricole, mais il peut y avoir plusieurs définitions. Donc, quel est-il? Donc, c'est un des exemples, dans le fond, là. Mais autrement, c'est sûr qu'il y a aussi, à travers la planification stratégique, il y a un objectif de réduire le gaspillage alimentaire, tout ça. Et il y a une étude qui a été faite sur la caractérisation de la filière bioalimentaire. Donc, puis, on parle d'économie circulaire, donc vraiment à ce moment-là. Donc, ça a permis, à travers cet objectif-là, soutenu par l'entente sectorielle, en collaboration aussi avec la Naudière économique, Synergie La Naudière, d'aller chercher un peu des pistes d'action pour différents projets sur la valorisation des sous-produits. Et puis, voilà, puis ça revenait aussi avec... renforcer des mesures d'information, sensibilisation, comme Sébastien parlait. Fait il y a beaucoup de choses qui vont passer par l'éducation, effectivement. Et puis, donc, dans les pistes d'action, ça a permis de faire ressortir aussi toute la mutualisation qu'on parle beaucoup en ce moment. Peut-être nommer, entre autres, dans les suggestions, il y avait la plateforme Mutuali qui existe là, pour vraiment là, de partage d'équipements en cuisine, notamment, et puis entreposage, tout ça. Donc, des belles pistes de solutions. Ce sont des exemples, en plus des marchés publics qu'on a parlé, qu'on fait une concertation depuis plusieurs années. C'est aussi en lien avec proximité, l'action marché. Donc, merci, c'est très intéressant. Puis vraiment, je trouve ça fascinant de vous entendre parler les uns après les autres, de voir à quel point c'est important qu'il y ait de la concertation, puis de miser sur l'expérience puis l'intelligence collective à chaque niveau pour vraiment développer quelque chose qui va rallier et réunir toutes les parties prenantes là, autour pour améliorer les systèmes alimentaires. Et là, j'aimerais savoir si ce type de planification stratégique régionale, est-ce que ça se passe de la même manière dans toutes les régions du Québec? Puis comment ça se passe pour concrètement là, les communautés qui veulent s'engager dans des démarches comme ça? En fait, je dirais que l'approche ou la méthode pour avoir cette planification stratégique est généralement la même. On commence par se faire un petit peu... par se faire un portrait, c'est quoi les enjeux, la réalité, après ça, un diagnostic, la vision commune et un plan d'action. On se dote d'un plan d'action, mais il faut savoir que chaque région a sa spécificité. Donc, des fois, on a comme une légère différence. Par exemple, c'est pas les mêmes organismes ou c'est pas les mêmes... En fait, les écosystèmes diffèrent d'une région à une autre.
Et dans certains cas, par exemple, pour la planification stratégique, ça va être plus la ville ou la MRC qui est mandataire et qui coordonne cette planification. Dans d'autres cas, dans d'autres régions, ça va être plus des OBNL comme le CDBL ou autres. Pour la deuxième question, pour la mobilisation des communautés, ça va être plus dans la concertation, en fait. Vu que les ententes sectorielles, de manière générale, le premier objectif, c'est vraiment de mobiliser, de créer cette synergie entre les acteurs du milieu. La mobilisation de la communauté, ça vient à travers justement la concertation et renforcer la concertation entre les différents acteurs ou les différents intervenants du milieu. Merci. On va prendre une question pour Karine Ouella sur la planification stratégique régionale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir au micro ou peut-être que Frédéric a reçu des questions virtuellement? On a une question qui s'en vient. Oui, bonjour. Alors, question du public. Qu'est-ce qui distingue la Naudière des autres régions dans leur PSR du secteur bioalimentaire? Ça a peut-être été un peu répondu, mais... Il y a des choses à... Est-ce que le micro fonctionne encore? Oui, merci. OK. Donc, c'est sûr, on ne peut pas parler de la Naudière sans parler de la diversité de l'offre. Il y a vraiment une belle diversité de l'offre. Donc, c'est des ingrédients gagnants là, pour une alimentation durable, assurément. Donc, on est très fort dans volaille, pommes de terre, certains légumes aussi. Et puis, il y a une relève familiale quand même bien présente. On a des activités complémentaires bien structurées. Ça fait longtemps qu'on s'occupe de l'agrotourisme, entre autres, ou qu'on supporte la transformation. Bio, on est une région qui a une forte augmentation quand même de production. Si on parle un peu plus portrait agricole, on a des organismes en innovation aussi sur le territoire. BioEnviroIn, on a nommé la zone AgTech, entre autres. Donc, notamment, donc c'est un terreau fertile pour venir accompagner les entreprises dans les différents défis, parce qu'il y a ça aussi, là, entre autres, avec la main-d'œuvre. C'est ça. Ça ne distingue pas des autres régions, mais on a aussi ça. Mais par l'innovation, entre autres, on peut venir travailler peut-être sur ces enjeux-là. Fait qu'on a un bel écosystème d'innovation pour faire face aussi aux enjeux climatiques. Il y a beaucoup de projets qui se font aussi autour d'accompagner nos entreprises dans leurs pratiques durables ou d'adaptation au changement climatique. Donc, on a un ALUS qui s'est mis en place pour une rétribution aux producteurs en échange d'intégration de biodiversité, entre autres, très intéressant. Des projets soutenus par MAPAC aussi là, pour les sols couverts en hiver, qui a une communauté sols couverts en hiver aussi avec l'UPA. On a tout ça qui est bien. Puis, je vous invite si vous ne connaissez pas le balado Les Prods, c'est la Fédération UPA de la Naudière qui fait ça. Beaucoup de sujets portés là, même l'économie circulaire là, qui a été portée. Donc, la Naudière peut se distinguer par beaucoup de concertation quand même. C'est quelque chose qui ressort quand même fort. On se parle quand même pas mal. Et puis, une journée comme aujourd'hui, ça vient aider aussi peut-être à une meilleure connaissance entre le milieu peut-être un peu plus communautaire et économique et agricole. C'est ça. Donc, je pense que les jalons sont là pour encore plus travailler ensemble. Merci, Karine. Le temps avance et on s'approche de la fin du panel, mais on va avoir encore un bloc de période pour accueillir vos questions. Mais avant, j'ai une autre question pour vous et à vous, les quatre panélistes. En fait, là, vous venez de nous présenter, c'était vraiment intéressant de vous entendre parler de ces 3 niveaux de planification, donc du local au régional, les plans de développement de communautés nourricières, le plan de développement de la zone agricole, la planification stratégique régionale. On en a parlé, la concertation, l'intelligence collective. C'est très, très important pour développer ces démarches-là. Mais de manière plus générale, comment pensez-vous que ce type de planification peut nous aider à faire face aux grands défis auxquels on fait face en ce moment, dont certains sont nouveaux? Je pense entre autres à la guerre tarifaire, à la crise écologique. De quelle manière ça peut nous aider? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Oui, Joël? Si je peux.
Bien, c'est drôle, mais depuis 5 ans à peu près, on a l'impression que les bases de notre monde, de notre société, sont en train de tranquillement vaciller. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Alain Deneau, mais depuis que je le lis, moi, je suis pris d'éco-anxiété. Mais je vous le recommande quand même, c'est vraiment très, très intéressant. Vous savez, il y a des bris d'approvisionnement qui arrivent tôt ou tard. Il y a la hausse des inégalités qui augmente. Il y a des pandémies, il y a des augmentations de prix. Tout ça est un peu relié d'ailleurs. Il y a les impacts des changements climatiques. On a vu une ville au complet brûler en Alberta. C'est pas rien. Hein? On a vu aussi une ville dans le nord du Québec qui a rasé d'être complètement, qui a rasé d'être rasée carrément, qui a rasé de passer au feu au complet, qui avait été abandonnée par le gouvernement québécois. Il faut quand même le faire. Il y a donc une limite, clairement, aux capacités de la planète. Puis là, on l'a mentionné quelques fois ce matin, mais il faut parler aussi, il faut mentionner l'éléphant orange qu'il y a dans la pièce, c'est-à-dire notre voisin du Sud. Hein, il nous amène de l'incertitude face aux tarifs depuis janvier. Et on est même insécure par rapport à la frontière. C'est quand même assez extraordinaire comme phénomène. Donc, je ne veux pas être alarmiste ici, mais si vous croyez à une seule des raisons que je vous ai dit, vous allez être d'accord avec moi que les régions devraient augmenter, devraient diminuer de plus en plus leur dépendance vers l'extérieur et il serait pertinent d'augmenter notre autonomie alimentaire régionale. Dans ce cas-là, le PDCN, c'est vraiment un point de départ de projet de résilience alimentaire régionale. Merci, Joël. Ella? Moi, je vais y aller avec un exemple concret. Par exemple, la diversification des marchés pour les entreprises, ça va quand même aider à faire face à ces tarifs douaniers, justement à renforcer l'achat local à travers la stratégie nationale d'achat d'aliments dans les institutions publiques. En tout cas, c'est un exemple concret. Sébastien, oui, je voyais que tu voulais prendre la parole aussi. Merci, Ella. C'est sûr que quand je regarde pour notre part, je considère que le plan de développement de la zone agricole, c'est un outil qui va aider à la transition socio-écologique, mais également pour l'autonomie alimentaire, quoique le PDZA, ce n'est pas nécessairement la solution en soi. Moi, je crois en la collaboration de tous et chacun. Je pense qu'on a tous et toutes un petit bout de chemin à faire de notre côté. Mais pour un PDZA, je pense que ça va accompagner davantage les intervenants du milieu, les producteurs et productrices agricoles à faire cette transition-là. Mais je pense qu'ultimement, on ne sera pas nécessairement la solution finale, mais il faut que tout le monde puisse mettre l'épaule à la roue pour qu'on puisse aller de l'avant avec cette idée. Merci, Sébastien. Karine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, rapidement. En fait, mais l'achat local, c'est sûr, permettre le rapprochement entre les producteurs transformateurs et les consommateurs. C'est dans chacune des planifications qu'on a parlé. Donc, puis ça amène à dire aussi que d'avoir ces planifications-là, on se met un peu le nez dans les autres. Ça permet d'avoir une cohérence entre les différentes planifications pour amener de la convergence des moyens aussi pour mettre en œuvre. Puis, je terminerai en disant aussi, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous soumettre les enjeux, les besoins, les bonnes idées. Des fois, quand on peut... vous voyez que par ces planifications-là, entre autres, CDBL peut jouer un rôle à venir proposer des projets pour les années à venir qui vont être soutenus dans l'entente sectorielle de développement bioalimentaire, qui sont en lien avec la planification stratégique. Donc, je pense que c'est un moyen aussi qui peut être mis en place. Merci, Karine. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos panélistes? On a quelques minutes devant nous. Ah, il y a Marianne qui s'approche du micro. On t'écoute. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup pour la discussion vraiment très intéressante. Donc, mon nom est Marianne Lefebvre. Je suis nutritionniste experte en nutrition interculturelle. Moi, j'ai une question. Écoutez, j'aurais envie de vous entendre tous les 4, mais j'aimerais savoir, en fait, dans vos projets, vos mandats, vos initiatives, comment vous considérez les familles qui viennent travailler dans la Naudière, parce que, Madame Charpentier, vous avez fait un portrait de l'alimentation, de l'agriculture dans la Naudière. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de travailleurs étrangers qui viennent de différents pays, qui viennent travailler dans la Naudière, qui viennent aussi répondre aux besoins de la pénurie de main-d'œuvre. J'aimerais entendre aussi M. Paquin, M. Disco, excusez, j'étais sûre de me tromper.
Je vais vous appeler Sébastien. Donc, comment vous intégrez les familles qui viennent s'installer à Saint-Damien? Et je sais aussi qu'il y en a beaucoup dans l'Assomption. Donc, merci. Oui, je sais. Oui, c'est une question, c'est un enjeu de société dont vous parlez. Oui. Ben, écoutez, deux aspects dans ma réponse. Premièrement, Saint-Damien, c'est une communauté extrêmement inclusive. Nous autres, on les embrasse, ces gens-là. On est vraiment contents de les voir. Mais après ça, dans le cadre d'un PDCN ou d'une quelconque planification, c'est un peu difficile parce que ces gens-là, ils sont là comme 3 mois. Tu sais. Puis après Pas ça, forcément. Il y a différents types d'immigration en région, là. oui, non, là, moi je parlais des travailleurs saisonniers, Okay. mais effectivement, Mais ça peut être les sinon familles, l'immigration, c'est sûr que oui, tout à fait, on les encourage à participer dans une démarche de PDCN ou une quelconque démarche de planification régionale, bien sûr. Parce que, tu sais, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour que les immigrants aillent s'installer en région. Puis, dans le fond, les données, les dernières données, ce qu'ils ont démontré, c'est que les gens viennent s'installer en région, mais ils ne restent pas. T'sais, parce qu'ils ne se sentent pas bien, manque de services, manque d'intégration, etc. Donc, je me demandais si c'était des aspects que vous aviez considérés dans vos projets. À partir de l'avenir, je vous promets que je vais le faire. Merci. Oui, Karine? Bien, c'est de mentionner qu'il y a un autre organisme régional qui s'appelle la Naudière économique et puis qui a un service d'immigration, donc qui sont actifs à ce niveau-là. Sinon, il y a aussi le Centre d'emploi agricole de l'UPA La Naudière là, qui agit aussi à aider au niveau des travailleurs étrangers. Donc, et nous, en tant que tels, ben, c'est peut-être dans des façons de les rejoindre. Des fois, c'est avec les municipalités. Il y en a qui sont venus vers nous pour des kits d'accueil aussi. Donc, on peut aider avec notre carte agro-touristique, connaître les lieux d'autocueillette, par exemple, Ouais. ou différentes entreprises. Fait que c'est sûr qu'on a l'ouverture puis il y a encore de la place à faire beaucoup. Très belle. Merci. Belle réponse. Merci. Oui. Je reçois beaucoup de... Je partage mon micro. On n'est pas dans l'accueil au niveau de mon rôle parce que, dans le fond, j'aide les entreprises à développer leurs produits alimentaires, à faire la transformation alimentaire, les normes, etc. Mais ce que je vois ces temps-ci, en fait, depuis la dernière année, c'est fou le nombre d'entreprises qui ont des produits, on pourrait dire, non conventionnels, qui viennent me voir avec quelles sont les normes au Québec, Donc, moi, je pense que leur place aussi, c'est des entrepreneurs. Donc, on les accompagne comme, pour moi, c'est une entreprise. Qu'elle développe un pickles ou peu importe le type de produit, on l'accompagne de la même façon. Puis je vois vraiment l'évolution en ce moment, depuis la dernière et même 2 dernières années, beaucoup de produits différents. Fait que ça nous fait goûter plein de bons produits. Merci pour cette question et cette belle discussion. On a une autre question. Oui, monsieur? Oui, bonjour. Mon nom est Serge Beaupied. Je suis chargé de projet en sécurité alimentaire dans le cadre d'Agir pour mieux vivre dans d'autres. J'avais une question pour Sébastien. C'est concernant voyons, je l'ai noté. OK. Ah non, excuse-moi. C'est parce que tu as parlé de la friche agricole. Ça m'a interpellé. Je suis allé sur Internet voir c'était quoi. Puis, est-ce que c'est interrelié avec le manque de relève? Pour notre part, à la MRC de l'Assomption, l'enjeu des friches agricoles, c'est surtout contiguë en fait à ce qu'on appelle le périmètre d'urbanisation, donc les limites de la ville. Là. Donc, lorsqu'on constate que la ville arrête puis que les terres agricoles commencent, il y a des enjeux de spéculation foncière, on ne se le cachera pas. Là. Donc, l'enjeu de la valorisation des friches agricoles, c'est de cibler des friches en tant que telles qui sont soit arborescentes ou ont commencé un statut d'arborescence et de mettre en œuvre, en fait, cette stratégie-là pour accompagner financièrement les propriétaires à la remise en culture. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas nécessairement tous des spéculateurs fonciers. Il y en a que c'est pour diverses raisons. Là. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a quand même un cadre réglementaire là, qui existe. Là. On ne peut pas remettre en culture n'importe quel type de terre. Là. Ça n'a pas été en culture avant, il y a certaines années. Donc, mais pour nous, notre enjeu, c'est par rapport à la spéculation foncière. Puis ça peut aller de l'avant même avec... on a constaté dernièrement, là, il y a certaines municipalités qui vont de l'avant avec un pouvoir de taxation supplémentaire pour tout ce qu'on... relatif aux terres qui sont non cultivées, mais cultivables. Donc,
je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais on navigue dans ces eaux-là, dans les actions. C'est sûr qu'on ne dit pas demain matin, on va le faire. Mais est-ce que c'est possible d'explorer l'avenue puis juste de faire état de la situation au conseil et de leur expliquer, regardez, nous, on a fait une étude, on a analysé la problématique, voici les options. Donc, c'est le genre d'action que nous, on peut mettre de l'avant qui va aider, en fait, au développement. Mais pour les friches, je vais vous donner un exemple. Par le passé, au total, je pense que c'était 5 hectares qu'on a pu remettre en culture, là, donc que ce soit bleuetière, mais également des fleurs qu'on pourrait dire comme ornementales. Là, donc, c'est des exemples, mais on a déjà mis, en fait, la stratégie de valorisation des friches a eu, en fait, on est arrivé avec des résultats, mais ça, c'est des friches qui n'étaient pas nécessairement contiguës à un périmètre d'urbanisation. C'est juste parce que le propriétaire, pendant des années, a décidé d'arrêter de faire la culture. On les a approchés avec notre stratégie d'accompagnement, puis ça a abouti avec des réalisations. Quand vous parlez de périmètre d'urbanisation, est-ce qu'on parle de dézonage agricole? Périmètre d'urbanisation, en fait, là, c'est une délimitation qui existe. Là. C'est la limite dans laquelle l'urbanisation peut venir s'accoter, parce qu'il y a une différence entre ça et le périmètre urbain. Là. Il y a des municipalités où tu as un périmètre d'urbanisation. Disons, on va donner un exemple, tu as un rectangle. Là. Ton rectangle, c'est le périmètre d'urbanisation, mais à l'intérieur de ton rectangle, tu as un périmètre urbain. Bien, ça veut dire que tout ce qui est entre ton périmètre urbain et le périmètre d'urbanisation, tu peux développer. Mais tu sais, la question de l'exclusion de la zone agricole, désormais, c'est les MRC qui doivent présenter une demande d'exclusion à la Commission de la protection des territoires agricoles du Québec. Et c'est des demandes qui, tu sais, il faut que tu fasses des démonstrations que tu n'as aucun autre espace pour du développement. Je vous dirais que la Commission est relativement frileuse par rapport à ça, à des demandes d'exclusion. C'est sûr que quand le gouvernement du Québec arrive avec, un projet de loi pour autoriser un dézonage, pour autoriser tel projet, bien, regarde, on est ailleurs, mais quand on est dans la juridiction d'une MRC, bien, si vous donnez l'exemple, pour répondre à votre question d'exclusion de la zone agricole, bien, les friches sont pour nous, de notre part, sont en zone agricole. Les spéculateurs aimeraient que, mais on ne va pas de l'avant avec ça. Merci. Alors, c'est tout le temps qu'on a pour la période de questions, mais sachez que nos panélistes sont ici. Vous pouvez aller leur poser des questions après ou pendant la période de dîner. Je tiens à vous remercier tous les 4 pour votre participation à ce panel. Merci à Développement social Lanaudière pour cette invitation. Et en fait, je vous invite, pour ceux qui ne nous connaissaient pas jusqu'ici, à venir nous visiter sur notre site web, 100degrés.ca, et sur notre plateforme Apprendre. Vous y trouvez des articles, mais aussi des cours en ligne, des webinaires. Et aussi, vous pouvez aussi découvrir tout un réseau d'ambassadeurs, donc des gens qui sont engagés pour la santé des collectivités, certains en alimentation, d'autres en aménagement, et dans différentes régions. Donc, ce sont des gens qui peuvent être des bons alliés quand vous avez à développer des projets ou que vous avez certaines idées à échanger. C'est vraiment, on a parlé beaucoup de concertation, d'intelligence collective aujourd'hui, mais c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes dans la communauté 100 degrés. Alors, merci à tous pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.